1996, quand les archivistes de l'Élysée ont commencé à trier les documents personnels de François Mitterrand, ils sont tombés sur quelque chose qui n'aurait jamais dû exister officiellement. Des factures. Des centaines de factures pour 2 appartements, 2 voitures de fonction, 2 équipes de sécurité. Tout était en double. Les notes de frais portaient des codes spéciaux que même les comptables de la présidence ne connaissaient pas. Certains documents avaient disparu des archives officielles dès le lendemain des funérailles. Qui les a fait disparaître? Et surtout, combien d'argent public a été dépensé pendant 14 ans pour maintenir ce secret d'État? Pourquoi Danielle Mitterrand, l'épouse officielle, a-t-elle accepté de partager son mari avec une autre femme aux frais des contribuables français? Ce soir, nous révélons les coulisses d'un arrangement qui a transformé le palais présidentiel en cage dorée, où 3 personnes ont vécu un mensonge d'État pendant plus d'une décennie. Le 26 octobre 1916, dans la petite ville de Jarnac, département de la Charente, naît François Maurice Adrien Marie Mitterrand. Son père, Joseph Mitterrand, dirige une entreprise familiale prospère. Sa mère, Yvonne Laurin, élève leurs enfants dans la tradition catholique bourgeoise. Rien dans cette enfance provinciale ne laisse présager qu'un jour, cet homme transformera la présidence française en théâtre d'une double vie financée par l'État. Mais déjà, le jeune François apprend une leçon essentielle. Dans les familles respectables, on ne parle jamais des secrets. On les enterre sous les apparences. Cette philosophie du silence deviendra plus tard la clé de voûte de sa vie privée et publique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand participe à la Résistance et se trouve à Paris lors de la Libération en août 1944. C'est l'époque des héros et des légendes, où les hommes forgent leur destin dans le chaos. Mais c'est aussi l'époque où Mitterrand comprend une vérité fondamentale sur le pouvoir. Celui qui contrôle l'information contrôle l'histoire. Des décennies plus tard, cette leçon servira à orchestrer le plus grand secret de famille de la Ve République. Un secret si bien gardé que même les services de renseignement français fermeront les yeux, transformant la protection présidentielle en complice d'un arrangement conjugal hors norme. Le 10 mai 1981, François Mitterrand devient président de la République française. Les Français célèbrent l'alternance politique, la victoire de la gauche après des décennies de domination conservatrice. Danielle Mitterrand, son épouse, s'installe à l'Élysée avec l'image de la première dame engagée, militante des droits de l'homme. Mais derrière les dorures du palais présidentiel, un arrangement secret se met en place. Un arrangement qui nécessite une logistique digne d'une opération militaire. 2 résidences à sécuriser, 2 familles à protéger, 2 vies parallèles à financer. Tout cela avec l'argent public, sous le nez des médias et du peuple français. Comment un tel système a-t-il pu fonctionner pendant 14 ans sans que personne ne pose de questions? Les anciens membres de la sécurité présidentielle racontent aujourd'hui les détails de cette double vie. Chaque semaine, le président partageait son temps entre 2 foyers. Les agents de sécurité avaient des ordres stricts. Protéger les 2 familles avec la même vigilance, mais ne jamais, au grand jamais, laisser filtrer la moindre information. Les chauffeurs connaissaient 2 adresses par cœur. Les gardes du corps effectuaient des rotations complexes pour éviter que les mêmes visages n'apparaissent trop souvent aux mêmes endroits.
C'était une chorégraphie parfaite, financée par le budget de l'Élysée, orchestrée avec la précision d'une opération des services secrets. Mais qui a donné l'ordre de mettre en place ce système? Et surtout, qui a décidé que le silence de Danielle Mitterrand valait le prix de cette mascarade? Imaginez la vie de Danielle Mitterrand pendant ces années. Première dame de France, elle incarne publiquement les valeurs de justice sociale et d'égalité. Elle voyage, elle milite, elle défend les opprimés du monde entier. Mais chaque soir, quand elle rentre à l'Élysée, elle sait que son mari a une autre famille. Elle sait que des agents de sécurité protègent cette autre femme avec le même dévouement qu'ils la protègent, elle. Elle sait que l'argent des contribuables français finance cet arrangement. Pourtant, elle ne dit rien. Pourquoi? Par amour? Par devoir? Ou parce qu'on lui a fait comprendre que certains secrets d'État sont plus importants que la dignité personnelle? Les témoins de l'époque parlent d'une femme prisonnière de son propre statut, enfermée dans une cage dorée, où le silence était le prix à payer pour rester première dame. Les factures retrouvées dans les archives révèlent l'ampleur du système. 2 appartements de fonction, équipés et entretenus aux frais de l'État. 2 véhicules blindés, avec chauffeur et garde du corps 24 heures sur 24. 2 équipes médicales en alerte permanente. 2 budgets pour les déplacements, les vacances, les besoins quotidiens. Quand un Français moyen gagnait environ 8 000 francs par mois dans les années 80, l'Élysée dépensait des centaines de milliers de francs chaque mois pour maintenir cette double vie. Personne ne posait de questions. Les comptables classaient ces dépenses sous des codes budgétaires opaques. Les ministres regardaient ailleurs. C'était le secret le mieux gardé de la République, protégé par une omerta qui traversait tous les échelons du pouvoir. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est le silence de Danielle elle-même. Les rares fois où des journalistes osaient poser des questions sur sa vie privée, elle répondait par des formules évasives. Elle parlait de respect mutuel, de choix personnel, de vie privée qui ne regarde personne. Derrière ces mots diplomatiques se cachait une réalité bien plus sombre, celle d'une femme qui avait accepté de partager son mari avec une autre, non par choix, mais parce que le système l'exigeait. Les proches racontent qu'elle pleurait parfois, seule dans ses appartements, quand le président partait rejoindre son autre famille. Mais en public, elle gardait le sourire, jouait son rôle de première dame irréprochable. Était-ce du courage ou de la résignation, de la dignité ou de la soumission? Le 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République française. 7 ans de plus à l'Élysée, 7 ans de plus à maintenir cette double vie, 7 ans de plus pour Danielle à jouer la comédie du couple présidentiel parfait. Les Français célèbrent la victoire, ignorant totalement que leur président mène une existence parallèle, financée par leurs impôts. Le système est désormais rodé, perfectionné. Les agents de sécurité connaissent la routine par cœur. Les comptables ont appris à camoufler les dépenses. Les ministres ont compris qu'il ne faut jamais poser de questions. C'est devenu une machine bien huilée, un secret d'État qui fonctionne avec la régularité d'une horloge suisse. Mais combien de temps un tel mensonge peut-il tenir avant que la vérité n'explose au grand jour? Les anciens collaborateurs de l'Élysée racontent aujourd'hui les tensions qui régnaient dans les couloirs du palais. Tout le monde savait, mais personne ne parlait. C'était la règle non écrite.
On protège le président, on protège l'institution, on protège le secret. Même les journalistes politiques, pourtant réputés pour leur curiosité, respectaient cette omerta. Certains avaient des preuves, des photos, des témoignages, mais ils ne publiaient rien. Pourquoi? Par respect pour la vie privée du président ou parce qu'ils savaient que briser ce silence signifierait la fin de leur carrière. Le pouvoir de Mitterrand ne résidait pas seulement dans sa fonction, mais dans sa capacité à imposer le silence à tout un système. Un silence qui coûtait cher, très cher, aux contribuables français. Danielle Mitterrand, pendant ce temps, continuait sa vie publique comme si de rien n'était. Elle inaugurait des hôpitaux, visitait des écoles, défendait les causes humanitaires. Mais ceux qui la connaissaient bien voyaient les signes de fatigue, les moments de tristesse qui traversaient son regard. Elle était devenue prisonnière de son propre rôle, enfermée dans un personnage qu'elle devait jouer jusqu'au bout. Les psychologues qui ont étudié son cas parlent aujourd'hui de dissociation. Cette capacité à séparer sa vie publique de sa souffrance privée, à sourire devant les caméras tout en portant un fardeau invisible. Combien de nuits a-t-elle passé seule, à se demander si elle avait fait le bon choix? Combien de fois a-t-elle voulu tout révéler, tout casser, tout détruire, mais elle ne l'a jamais fait. Le silence était devenu sa prison, et elle en était devenue la gardienne. Les dépenses continuaient de s'accumuler. 2 familles à entretenir, c'est 2 fois plus de tout. Nourriture, vêtements, voyages, loisirs, éducation. Les enfants de la seconde famille bénéficiaient de la même protection que les enfants officiels. Ils avaient des gardes du corps pour aller à l'école, des voitures blindées pour leurs déplacements, des vacances dans des résidences sécurisées. Tout cela payé par l'État français, sans que le Parlement n'ait jamais voté un seul centime pour cette double vie. C'était un détournement de fonds publics à grande échelle, mais légalisé par le silence et la complicité de tout un système. Quand un ouvrier français travaillait 40 heures par semaine pour nourrir sa famille, l'Élysée dépensait en une journée ce qu'il gagnait en un mois pour maintenir le secret présidentiel. Le 17 mai 1995, François Mitterrand quitte l'Élysée après 14 ans de présidence. C'est la fin d'une époque, mais pas la fin du secret. Même hors du pouvoir, l'ancien président continue de bénéficier de la protection de l'État pour ses 2 familles. Les agents de sécurité restent en poste. Les appartements restent sécurisés. Les dépenses continuent. Danielle, elle, se retrouve dans une situation encore plus étrange. Elle n'est plus première dame, mais elle reste l'épouse officielle d'un homme qui vit ouvertement avec une autre famille. Le mensonge d'État est devenu une réalité permanente, un arrangement qui survivra même à la fonction présidentielle. Combien de temps encore ce système pourra-t-il tenir avant que la vérité n'éclate? Mais il y a quelque chose de plus troublant encore dans cette histoire, quelque chose que les archives ne révèlent pas complètement. Une semaine avant que François Mitterrand ne quitte définitivement l'Élysée, un visiteur mystérieux est arrivé au palais présidentiel. Aucun protocole officiel n'a enregistré cette visite. L'homme est entré par une porte dérobée, a passé 1 heure dans le bureau présidentiel et est reparti sans saluer personne. Les gardes de sécurité qui étaient de service cette nuit-là se souviennent d'un détail étrange. Après cette rencontre, Mitterrand est sorti de son bureau avec un visage qu'il ne lui avait jamais vu. Pas de la peur,
mais quelque chose de plus profond, de la résignation, peut-être, ou de la libération. Que s'est-il dit dans ce bureau? Qui était cet homme? Était-ce un émissaire venu négocier les conditions du silence après la présidence? Ou quelqu'un venu rappeler au président que certains secrets ne meurent jamais, même quand on quitte le pouvoir? Les témoins de cette nuit gardent le silence depuis 30 ans, mais leurs regards en disent long sur l'importance de cette rencontre mystérieuse. Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que nous allions nous en sortir, raconte un ancien officier de la garde personnelle de François Mitterrand, les mains tremblant encore après 30 ans de silence. Cet homme, qui a passé 14 années à protéger les deux familles du président, accepte aujourd'hui de parler pour la première fois devant les caméras. Ce qu'il nous révèle va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les derniers mois de la présidence Mitterrand. Il nous parle des conversations privées entre François et Daniel, des moments où le masque tombait, des nuits où la première dame errait seule dans les couloirs de l'Élysée en pleurant. Il nous parle aussi de quelque chose de plus troublant, les instructions qu'il a reçues concernant la cote 4 après la présidence, des ordres qui impliquaient de continuer à protéger les deux familles avec le même niveau de sécurité, même sans le statut présidentiel. Qui a donné ces ordres? Qui a décidé que l'État français continuerait à financer cette double vie même après le départ de Mitterrand? Et surtout, pourquoi cet officier a-t-il attendu 3 décennies avant de briser le silence? Sa réponse est glaçante. Parce que certains secrets peuvent coûter des vies et que le prix du silence était moins élevé que celui de la vérité. Les derniers mois à l'Élysée ressemblaient à une pièce de théâtre dont tous les acteurs connaissaient la fin tragique mais continuaient à jouer leur rôle jusqu'au bout. Daniel Mitterrand maintenait ses engagements publics avec une énergie qui surprenait son entourage, comme si l'activisme humanitaire était devenu son refuge contre la réalité de sa vie conjugale. Elle inaugurait des centres pour réfugiés, défendait les droits des peuples opprimés, portait la voix des sans-voix. Mais ceux qui travaillaient avec elle remarquaient des détails troublants. Elle ne rentrait jamais directement à l'Élysée après ses engagements, préférant faire de longs détours en voiture, comme si elle repoussait le moment de retrouver ce palais qui était devenu sa prison dorée. Les chauffeurs racontent qu'elle demandait parfois à s'arrêter dans des cafés anonymes, où elle restait assise seule pendant des heures, observant les couples ordinaires qui partageaient un moment simple, sans protocole, sans mensonge, sans cette double vie qui dévorait son existence. Le budget de l'Élysée pour l'année 1994 révèle des chiffres qui donnent le vertige. Pendant que le salaire moyen d'un Français tournait autour de 9 000 francs par mois, les dépenses liées à la cote 5 atteignaient plusieurs millions de francs annuels. Les comptables avaient développé un système de codage sophistiqué pour camoufler ces dépenses dans les lignes budgétaires officielles. Certaines factures étaient classées sous cote 6, d'autres sous frais de représentation, d'autres encore sous des codes si obscurs que même les auditeurs de la Cour des comptes ne pouvaient pas les déchiffrer. C'était un labyrinthe financier conçu pour protéger un secret d'État, une architecture comptable aussi complexe que les tunnels sous l'Élysée. Mais il y avait un problème. Chaque système, aussi sophistiqué soit-il, laisse des traces. Et ces traces, aujourd'hui, racontent une histoire que personne n'aurait dû découvrir.
François Mitterrand, pendant ce temps, naviguait entre ces deux vies avec une aisance qui fascinait et horrifiait à la fois son entourage. Les lundis, mercredis et vendredis, il dînait avec Danielle à l'Élysée, respectant le protocole du couple présidentiel. Les mardis, jeudis et samedis, il rejoignait son autre famille dans un appartement sécurisé du 7e arrondissement. Les dimanches étaient réservés aux obligations officielles, où les deux épouses n'apparaissaient jamais ensemble, mais savaient parfaitement où se trouvait l'autre. C'était une chorégraphie d'une précision militaire, orchestrée par les services de sécurité qui avaient transformé la protection présidentielle en gardien d'un mensonge conjugal. Les agents racontent aujourd'hui l'absurdité de cette situation. Ils protégeaient deux femmes qui partageaient le même homme, deux familles qui vivaient aux frais du même État, deux vies parallèles qui ne devaient jamais se croiser, mais qui étaient intimement liées par le secret qu'elles partageaient. Mais il y avait un homme dans l'ombre, un homme dont le rôle était crucial dans le maintien de ce système. Le chef de cabinet de Mitterrand, dont nous tairons le nom car il est encore en vie, était le véritable architecte de cette double vie. C'était lui qui coordonnait les emplois du temps, qui gérait les budgets secrets, qui s'assurait que les deux familles ne manquaient de rien sans jamais se rencontrer. Les anciens collaborateurs le décrivent comme un homme d'une froideur glaciale, capable de résoudre les problèmes les plus délicats avec une efficacité redoutable. Mais ils racontent aussi quelque chose de plus troublant. Vers la fin de la présidence, cet homme a commencé à tenir un journal personnel, un document où il notait méticuleusement tous les détails de l'arrangement présidentiel. Pourquoi? Par souci d'exactitude historique ou parce qu'il préparait déjà sa défense pour le jour où le scandale éclaterait. Ce journal existe quelque part, caché dans un coffre-fort dont seuls quelques initiés connaissent l'emplacement. Que contient-il exactement? Des preuves comptables? Des conversations privées? Des secrets encore plus explosifs sur la vie de Mitterrand? Et surtout, qui décidera un jour de le rendre public? Les week-ends étaient les moments les plus difficiles pour Danielle. Quand le président partait rejoindre son autre famille pour des vacances dans des résidences sécurisées, elle restait seule à l'Élysée ou dans leur propriété familiale, entourée de gardes du corps qui savaient exactement où se trouvait son mari, mais ne pouvaient rien lui dire. Les domestiques racontent des scènes déchirantes. Danielle errant dans les jardins du palais, parlant seule, parfois en pleurant, parfois en riant d'un rire nerveux qui glaçait le sang de ceux qui l'entendaient. Elle avait développé une routine étrange. Chaque soir, elle écrivait dans un carnet intime qu'elle gardait caché dans sa chambre. Personne ne sait ce qu'elle y écrivait, mais les rares personnes qui l'ont aperçue décrivent un cahier épais, rempli d'une écriture serrée, nerveuse, comme si les mots se bousculaient pour sortir de sa tête. Ce carnet a disparu après sa mort, et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Contenait-il ses véritables pensées sur cette double vie, ces moments de rage, de désespoir, de résignation, ou peut-être des révélations encore plus explosives sur les coulisses du pouvoir? Le système de sécurité mis en place pour protéger les deux familles était d'une complexité digne des services secrets. Chaque appartement disposait de lignes téléphoniques cryptées, de systèmes d'alarme connectés directement à l'Élysée, de gardes armés en faction 24 heures sur 24.
Les enfants de la seconde famille bénéficiaient d'une protection rapprochée pour tous leurs déplacements, exactement comme les enfants officiels du président. Les écoles avaient été briefées par les services de sécurité pour ne jamais poser de questions sur l'identité de ces enfants protégés par l'État. C'était un secret de Polichinelle. Tout le monde savait, mais personne ne parlait. Les directeurs d'école, les professeurs, les autres parents d'élèves, tous avaient compris qu'il valait mieux fermer les yeux et se taire. Combien de personnes étaient impliquées dans cette omerta? Des centaines, peut-être des milliers. Combien d'argent public a été dépensé pour acheter ce silence collectif? Les archives ne le disent pas, mais les estimations parlent de dizaines de millions de francs sur 14 ans. Daniel avait développé ses propres mécanismes de survie dans cette situation impossible. Elle s'était créée un monde parallèle, fait d'engagement humanitaire et de combats politiques qui lui permettaient d'échapper à la réalité de sa vie conjugale. Elle voyageait énormément, parfois plusieurs semaines d'affilée, visitant des zones de conflit, rencontrant des réfugiés, défendant des causes perdues. Ses collaborateurs racontent qu'elle semblait plus vivante, plus authentique lors de ses missions qu'à l'Élysée, comme si la souffrance des autres lui permettait d'oublier la sienne. Mais il y avait quelque chose de plus troublant dans son comportement. Elle refusait systématiquement toute protection rapprochée lors de ses voyages, au grand désespoir des services de sécurité. Elle voulait être seule, libre, loin du système qui l'étouffait. Les psychologues qui ont étudié son cas parlent aujourd'hui d'une forme de cote 8, cette tendance à se mettre en danger pour échapper à une souffrance psychologique insupportable. Cherchait-elle inconsciemment à provoquer un incident qui aurait mis fin à cette mascarade, ou simplement à retrouver un sentiment de contrôle sur sa propre vie? Les factures continuaient de s'accumuler dans les archives secrètes de l'Élysée. 2 fois plus de tout, 2 cuisiniers personnels, 2 équipes médicales, 2 budgets pour les vêtements, 2 allocations pour les vacances. Quand un employé français gagnait environ 10 000 francs par mois en 1995, l'État dépensait cette somme en une seule journée pour maintenir la double vie présidentielle. Les comptables qui géraient ces budgets racontent aujourd'hui l'absurdité de leur travail. Ils devaient justifier des dépenses sans pouvoir expliquer leur véritable nature, créer des lignes budgétaires fictives pour camoufler des réalités bien concrètes, mentir aux auditeurs tout en respectant les règles comptables. C'était un exercice d'équilibrisme permanent, une gymnastique administrative qui transformait des fonctionnaires honnêtes en complices d'un mensonge d'État. Certains ont démissionné, incapables de supporter cette duplicité. D'autres sont restés, par loyauté envers l'institution ou par peur des conséquences. Mais tous gardent aujourd'hui les cicatrices de cette époque, où ils ont dû choisir entre leur conscience et leur carrière. Le 17 mai 1995, quand François Mitterrand quitte définitivement l'Élysée, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de mettre fin au système de protection des 2 familles, les services de sécurité reçoivent l'ordre de le maintenir. L'ancien président continue de bénéficier de gardes du corps, de voitures blindées, d'appartements sécurisés pour ses 2 familles. Mais il y a une différence cruciale. Maintenant, ces dépenses ne peuvent plus être camouflées dans le budget présidentiel. Elles doivent être financées par d'autres moyens, plus discrets,
plus opaque. Les enquêteurs qui ont étudié cette période parlent de tirez-bas, quote-bas, 9-bas, gérés par les services de renseignement, de budget secret, qui échappent à tout contrôle parlementaire. C'était le prix du silence. Même hors du pouvoir, Mitterrand gardait suffisamment d'influence pour que l'État continue à protéger son secret. Mais combien de temps ce système pouvait-il encore tenir? Et qui, dans les hautes sphères du pouvoir, avait intérêt à ce que ce secret ne soit jamais révélé? Daniel, pendant ce temps, se retrouvait dans une situation encore plus étrange. Elle n'était plus première dame, mais elle restait l'épouse officielle d'un ancien président qui vivait ouvertement avec une autre famille. Le protocole républicain ne prévoyait rien pour ce genre de situation. Elle continuait à bénéficier d'une protection de l'État, d'un appartement de fonction, d'une allocation pour ses activités. Mais elle savait que l'autre famille bénéficiait exactement des mêmes avantages. C'était une égalité dans le mensonge, une parité dans la duplicité. Les rares fois où elle acceptait de parler de sa vie privée, elle utilisait des formules énigmatiques qui en disaient long sur son état d'esprit. J'ai fait des choix. La vie privée est un jardin secret. Certaines souffrances sont le prix de la grandeur. Derrière ces mots soigneusement choisis se cachait une vérité bien plus sombre, celle d'une femme qui avait sacrifié sa dignité sur l'autel de la raison d'État, qui avait accepté de partager son mari pour préserver l'image de la présidence, qui avait transformé sa vie en mensonge permanent pour protéger une institution qui ne la protégeait pas en retour. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait à l'époque, quelque chose qui ne sera révélé que bien plus tard. Dans les derniers mois de sa présidence, François Mitterrand avait commencé à souffrir de douleurs persistantes. Son médecin personnel était appelé en secret au palais, parfois plusieurs fois par semaine. Aucun diagnostic n'apparaissait dans les documents officiels, mais les archives de la sécurité sociale conservent une liste troublante. Des médicaments puissants, des traitements lourds, des examens médicaux répétés. Cette liste révèle une maladie que le président cachait au peuple français depuis des années. Une maladie qui explique peut-être certaines de ses décisions dans les derniers temps de son mandat, certains de ses comportements étranges, certaines de ses absences inexpliquées. Les médecins qui ont étudié ces documents parlent aujourd'hui d'une pathologie grave, progressive, qui affectait non seulement son corps, mais aussi son jugement. Mitterrand le savait-il? Depuis combien de temps? Et surtout, qui d'autre était au courant de cet état de santé dissimulé? Daniel savait-elle que son mari était malade? L'autre famille le savait-elle? Ou était-ce un secret dans le secret, une couche supplémentaire de mensonges dans un édifice déjà vermoulu? Les services médicaux de l'Élysée fonctionnaient eux aussi en double. 2 équipes de médecins, une pour chaque famille, avec des dossiers médicaux séparés mais coordonnés. Quand le président tombait malade, les 2 équipes étaient alertées simultanément, mais elles ne communiquaient jamais directement entre elles. C'était le chef de cabinet qui servait d'intermédiaire, transmettant les informations d'un côté à l'autre, s'assurant que les 2 familles recevaient les mêmes nouvelles au même moment. Les médecins racontent aujourd'hui l'absurdité de cette situation. Ils soignaient le même patient, mais ne pouvaient pas se consulter. Ils avaient accès aux mêmes examens, mais devaient faire semblant de les découvrir indépendamment.
Il prescrivait des traitements en coordination, mais sans jamais se rencontrer. C'était une médecine schizophrène, où le secret primait sur l'efficacité, où le mensonge était plus important que la santé du patient. Combien d'erreurs médicales ont été commises à cause de ce système absurde? Combien de fois la vie du président a-t-elle été mise en danger par cette organisation délirante? Les archives médicales ne le disent pas, mais les témoignages des médecins laissent entrevoir une vérité glaçante. Le secret a peut-être coûté plus cher que la simple dignité de Danielle Mitterrand. Les derniers mois de la présidence ressemblaient à un conte à rebours. Tout le monde savait que le système ne pourrait pas survivre longtemps après le départ de Mitterrand. Les services de sécurité préparaient déjà la cote 13, ce moment délicat où il faudrait réduire la protection tout en maintenant le secret. Les comptables calculaient les budgets nécessaires pour les années à venir. Les conseillers juridiques cherchaient des moyens légaux de continuer à financer cette double vie sans éveiller les soupçons. C'était une opération d'une complexité inouïe qui mobilisait des dizaines de personnes et des ressources considérables. Mais il y avait un problème que personne n'avait anticipé. Que se passerait-il si le secret éclatait après la présidence? Si un journaliste découvrait la vérité? Si un ancien collaborateur décidait de parler? Le système avait été conçu pour fonctionner sous la protection du pouvoir présidentiel, mais il n'avait aucune défense contre la révélation publique. C'était une bombe à retardement, et tout le monde le savait. La question n'était pas de savoir si elle exploserait, mais quand. Danielle, elle, semblait avoir trouvé une forme de paix étrange dans cette situation impossible. Les témoins de cette époque racontent qu'elle avait cessé de pleurer, cessé de se révolter, cessé même de poser des questions. Elle avait atteint un état de résignation totale, comme si elle avait compris que la lutte était inutile, que le système était plus fort qu'elle, que son rôle était de jouer la comédie jusqu'au bout. Mais il y avait quelque chose de troublant dans cette acceptation. Elle avait commencé à parler de libération, de fin prochaine, de vérité qui éclaterait un jour. Ses proches s'inquiétaient. Préparait-elle quelque chose? Avait-elle l'intention de révéler le secret après la présidence? Ou parlait-elle simplement de la mort, cette libération ultime qui mettrait fin à toutes les souffrances? Les psychologues qui ont étudié ces déclarations publiques de cette époque y voient les signes d'une femme au bord de l'effondrement, qui tenait bon par pure force de volonté, mais qui savait que tôt ou tard, le masque tomberait. Et quand il tomberait, ce ne serait pas seulement son secret qui serait révélé, mais celui de toute une république qui avait fermé les yeux pendant 14 ans. Imaginez que vous êtes l'un des 12 hommes qui savaient tout sur François Mitterrand. Chaque secret médical, chaque plan d'évacuation, chaque tunnel caché sous Paris. Maintenant, imaginez que vous devez choisir, garder votre loyauté ou sauver votre vie. Le 8 janvier 1996, ces hommes ont fait le choix qui a changé l'histoire de France. Mais il y avait un 13e homme, celui dont personne ne parle jamais. Un homme qui connaissait un secret encore plus explosif que la double famille. Il savait exactement combien d'argent public avait été détourné. Il possédait les preuves comptables. Il avait les noms de tous les complices. Cet homme existe toujours aujourd'hui, quelque part en France, avec ses documents cachés dans un coffre-fort dont l'emplacement reste inconnu. Qui est-il? Pourquoi n'a-t-il jamais parlé? Et surtout,
que contiennent exactement ces documents qui pourraient faire trembler la République française 30 ans après la mort de Mitterrand. Les anciens membres du cercle intérieur parlent de lui avec un mélange de respect et de terreur, comme si son silence était la dernière digue qui empêche un tsunami de révélations de submerger l'histoire officielle. Les derniers mois de François Mitterrand ressemblaient à une descente aux enfers, orchestrée par son propre corps. Quand le président avait des douleurs, le médecin personnel était convoqué en secret au palais, parfois à 3 heures du matin. Aucun diagnostic n'apparaissait dans les dossiers officiels, mais les pharmacies de l'Élysée commandaient des médicaments dont les noms faisaient frémir les infirmières, des antalgiques puissants, des traitements lourds, des substances que l'on prescrit habituellement aux patients en phase terminale. L'homme qui décidait du sort de millions de Français tremblait quand il se levait de son fauteuil. Ses mains, autrefois si fermes pour signer les décrets, tremblaient maintenant quand il tenait un stylo. Les gardes du corps racontent des scènes déchirantes. Le président, s'appuyant contre les murs des couloirs de l'Élysée pour ne pas tomber, refusant obstinément toute aide, maintenant jusqu'au bout cette façade de force qui s'effritait jour après jour. Mais le plus troublant, c'était son regard. Les témoins parlent d'un homme hanté, qui semblait voir quelque chose que les autres ne voyaient pas, comme si la maladie lui avait ouvert une porte sur une vérité qu'il aurait préféré ignorer. Daniel observait cette déchéance avec des sentiments contradictoires. D'un côté, elle voyait l'homme qu'elle avait aimé se transformer en ombre de lui-même, et cela lui brisait le cœur. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette maladie était peut-être la seule chose qui mettrait fin à cette double vie insupportable. Les domestiques racontent qu'elle passait des heures dans sa chambre, assise près de la fenêtre, regardant les jardins de l'Élysée sans vraiment les voir. Elle avait cessé d'écrire dans son carnet intime, comme si les mots ne suffisaient plus à contenir ce qu'elle ressentait. Parfois, elle murmurait des phrases étranges que les gardes entendaient sans comprendre. Bientôt, tout sera fini. La vérité finit toujours par sortir. Les mensonges meurent avec ceux qui les portent. Préparait-elle déjà le moment où elle pourrait enfin parler? Ou simplement acceptait-elle l'inévitable, cette fin qui approchait et qui, d'une certaine manière, serait une libération pour elle aussi? Les psychologues qui ont étudié son comportement durant cette période parlent d'une femme en état de cote 20, pleurant non seulement la mort prochaine de son mari, mais aussi la fin d'un mensonge qui avait dévoré 14 années de sa vie. Le système médical autour de Mitterrand était devenu une machine de dissimulation d'une efficacité redoutable. 2 équipes de médecins continuaient à travailler en parallèle, une pour chaque famille, mais maintenant, elles devaient aussi cacher l'aggravation de l'état du président. Les ordonnances étaient rédigées sous des noms de code. Les examens médicaux se faisaient dans des cliniques privées, tard le soir, quand le personnel régulier était parti. Les résultats d'analyse étaient classés dans des dossiers qui n'existaient officiellement pas. C'était une médecine clandestine, où le secret primait sur tout le reste, y compris sur la santé du patient. Les médecins racontent aujourd'hui leur malaise face à cette situation. Ils savaient que le président aurait besoin de soins plus lourds, peut-être même d'une hospitalisation. Mais comment hospitaliser un homme dont la maladie était un secret d'État?
Comment expliquer au public français que leur président était gravement malade alors qu'il continuait à apparaître en public, à serrer des mains, à prononcer des discours? Le mensonge médical était devenu aussi complexe que le mensonge conjugal, et les deux s'entrelaçaient dans une toile d'araignée dont personne ne pouvait plus sortir. Mais il y avait quelque chose que même les médecins ne savaient pas. Dans les tiroirs personnels de François Mitterrand, cachés derrière une fausse paroi de son bureau à l'Élysée, se trouvaient des documents que personne n'aurait dû voir. Des lettres manuscrites, des notes personnelles, des réflexions sur sa propre histoire qui contredisaient la version officielle de sa vie. Ces documents parlaient de choix difficiles, de compromis moraux, de secrets encore plus lourds que la double famille. Ils parlaient aussi de sa maladie, qu'il connaissait depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Certaines notes dataient de 1981, l'année de son élection. Cela signifiait qu'il savait, dès le début de sa présidence, que son temps était compté. Avait-il caché cette maladie pour pouvoir gouverner? Ou l'avait-il cachée parce qu'elle aurait révélé d'autres secrets, d'autres mensonges, d'autres arrangements qui ne devaient jamais voir le jour? Ces documents ont disparu le jour de sa disparition, emportés par quelqu'un qui savait exactement où les trouver. Qui était cette personne? Un membre de la famille? Un collaborateur fidèle? Ou ce mystérieux 13e homme dont tout le monde parle à voix basse? Les dépenses médicales explosaient, mais elles aussi devaient être camouflées. Les comptables de l'Élysée jonglaient avec des lignes budgétaires de plus en plus complexes pour dissimuler le coût réel des soins prodigués au président. Quand un Français moyen payait environ 200 francs pour une consultation médicale, l'État dépensait des dizaines de milliers de francs par semaine pour maintenir le secret médical présidentiel. Des spécialistes étaient convoqués en urgence, payés en liquide, pour éviter toute trace bancaire. Des médicaments expérimentaux étaient importés de l'étranger sous des noms fictifs. Des cliniques privées recevaient des subventions mystérieuses en échange de leur discrétion absolue. C'était un système de corruption médicale à grande échelle, où l'argent public servait non pas à soigner le président, mais à cacher qu'il était malade. Les auditeurs qui ont découvert ces dépenses des années plus tard parlent d'un Côte 21, des millions de francs qui ont disparu sans laisser de traces officielles, engloutis dans le gouffre du secret d'État. Daniel, pendant ce temps, développait ses propres stratégies de survie face à cette situation qui devenait de plus en plus insoutenable. Elle avait commencé à tenir des réunions secrètes avec des avocats, des conseillers juridiques qui n'appartenaient pas au cercle officiel de l'Élysée. Que leur demandait-elle? Les témoins de ces rencontres parlent de questions très précises sur les droits des épouses, sur les arrangements financiers après la disparition d'un président, sur les moyens légaux de révéler des secrets d'État sans se mettre en danger. Elle préparait quelque chose, c'était évident. Mais quoi exactement? Un livre de mémoire qui révélerait tout. Une action en justice contre l'État français, ou simplement une stratégie pour protéger sa dignité quand le secret finirait inévitablement par éclater. Les avocats qui l'ont conseillé gardent le silence professionnel, mais leurs regards en disent long sur la nature explosive de ces consultations. Daniel n'était plus la femme résignée des premières années. Elle était devenue une stratège
qui préparait sa propre libération. La santé de Mitterrand continuait de se détériorer, et avec elle, l'ensemble du système de mensonges commençait à se fissurer. Les gardes du corps remarquaient des changements inquiétants dans le comportement du président. Il oubliait des rendez-vous, confondait les noms, parfois même les visages. Lors d'une réunion avec des ministres, il avait appelé l'un d'eux par le nom d'un collaborateur disparu depuis des années. Les médecins parlaient entre eux, à voix basse, de cote 22, de cote 23, de symptômes qui dépassaient largement le cadre de la maladie officiellement cachée. Était-ce la maladie qui progressait ou le poids du mensonge qui finissait par briser même l'esprit le plus fort? Les psychiatres qui ont étudié cette période évoquent la possibilité d'une cote 24, ce moment où le cerveau, incapable de gérer plus longtemps la contradiction entre la réalité et le mensonge, commence à se fragmenter. L'homme qui avait construit sa vie sur le secret était en train d'être détruit par ce même secret. Les deux familles, pendant ce temps, continuaient leur existence parallèle. Mais quelque chose avait changé. L'autre femme, celle dont on ne prononçait jamais le nom à l'Élysée, avait commencé à faire des demandes de plus en plus pressantes. Elle voulait plus de sécurité, plus d'argent, plus de reconnaissance. Les services de l'Élysée recevaient des appels téléphoniques tendus, des lettres manuscrites où elle exprimait son mécontentement face à ce qu'elle considérait comme un traitement inégal. C'était absurde. Les deux familles recevaient exactement les mêmes avantages. Mais dans le monde du mensonge, même l'égalité devient source de conflit. Les médiateurs qui géraient ces tensions racontent aujourd'hui des négociations surréalistes où ils devaient apaiser deux femmes qui partageaient le même homme tout en faisant semblant de ne pas savoir que l'autre existait. C'était un théâtre de l'absurde, joué avec l'argent des contribuables français, une comédie tragique où personne ne riait, mais où tout le monde continuait à jouer son rôle jusqu'à l'épuisement. Daniel avait fini par développer une forme de détachement presque clinique face à cette situation. Les témoins racontent qu'elle parlait de l'autre avec une froideur qui glaçait le sang, comme si elle parlait d'un problème administratif plutôt que de la femme qui partageait son mari. Elle avait cessé de pleurer, cessé de se révolter, cessé même de ressentir. C'était une forme de mort émotionnelle, une anesthésie psychologique qui lui permettait de continuer à fonctionner dans un monde devenu complètement fou. Mais les psychologues savent que ce genre de détachement a un prix. Derrière cette façade de froideur se cachait une rage immense, une colère accumulée pendant des années, une fureur qui n'attendait que le bon moment pour exploser. Et ce moment approchait, inexorablement, avec chaque jour qui passait, avec chaque nouvelle douleur du président, avec chaque nouvelle facture payée par l'État pour maintenir ce mensonge devenu insupportable. Quand cette rage éclaterait, ce ne serait pas seulement François Mitterrand qui en paierait le prix, mais toute l'institution qui avait permis, encouragé, financé cette mascarade pendant 14 longues années. Mais il y avait un dernier secret, le plus explosif de tous, celui que même Daniel ne connaissait pas complètement. Dans les archives de la sécurité, cachées sous le code quote-26, se trouvaient des documents qui révélaient quelque chose d'encore plus choquant que la double famille. Ces dossiers contenaient des informations sur les véritables relations
entre les deux femmes, sur des rencontres secrètes qui n'auraient jamais dû avoir lieu, sur des arrangements financiers qui dépassaient largement ce que l'État avait officiellement dépensé. Il parlait aussi d'un troisième acteur dans cette histoire, quelqu'un qui tirait les ficelles depuis l'ombre, quelqu'un qui avait intérêt à ce que le secret soit maintenu coûte que coûte. Qui était cette personne? Un homme politique puissant qui utilisait le secret de Mitterrand comme moyen de pression. Un financier qui profitait des détournements de fonds, ou quelqu'un d'encore plus proche, quelqu'un de la famille elle-même. Ces dossiers ont été détruits le jour même où François Mitterrand a quitté l'Élysée, brûlé dans les incinérateurs du palais par des agents qui avaient reçu l'ordre de ne laisser aucune trace. Mais comme toujours avec les secrets, des copies existent quelque part, cachées par des gens qui savaient que la vérité finirait un jour par sortir. La question n'est pas de savoir si ces documents réapparaîtront, mais quand et qui aura le courage de les rendre publics. Pour la première fois en 30 ans, l'homme qui était responsable de la sécurité personnelle de François Mitterrand accepte de parler devant les caméras. Ce qu'il nous révèle sur les dernières semaines du président va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Il nous parle des conversations privées entre François et Daniel, de ces moments où le masque tombait enfin, où les deux époux se retrouvaient face à face dans les couloirs déserts de l'Élysée, échangeant des regards qui en disaient plus long que tous les discours officiels. Il nous parle aussi de quelque chose de plus troublant encore, les instructions qu'il a reçues concernant les funérailles à venir, des ordres qui prévoyaient déjà la présence des deux familles, comme si tout avait été planifié depuis longtemps. Qui a donné ces instructions? Qui a décidé que le secret serait révélé, non pas par un scandale, mais par une mise en scène funéraire soigneusement orchestrée? Et surtout, pourquoi Daniel a-t-elle accepté ce plan? Elle qui avait passé 14 ans à cacher cette double vie. La réponse de cet officier est glaçante, parce qu'elle avait compris que la seule façon de reprendre le contrôle de sa propre histoire était de transformer le secret en spectacle public, de faire de ses funérailles non pas la fin d'un mensonge, mais le début de sa propre libération. Les dernières semaines de François Mitterrand ressemblaient à un conte à rebours dont tout le monde connaissait l'issue, mais que personne n'osait nommer. Le président avait quitté l'Élysée depuis plusieurs mois déjà, mais le système de protection des deux familles continuait de fonctionner avec la même efficacité mécanique. Les gardes du corps effectuaient leur rotation. Les chauffeurs connaissaient toujours les deux adresses par cœur. Les médecins continuaient leur visite secrète. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les agents de sécurité parlent d'une tension palpable, comme si tout le monde attendait l'explosion finale. Daniel avait cessé de faire semblant. Elle ne souriait plus devant les caméras, ne prononçait plus de discours sur la dignité et le respect mutuel. Elle s'était enfermée dans un silence lourd de sens, un silence qui en disait plus long que tous les mots qu'elle avait prononcés pendant 14 ans. Les rares personnes qui la voyaient encore racontent une femme transformée, durcie, comme si elle s'était forgé une armure pour affronter ce qui allait venir. Elle savait que la vérité allait éclater, et elle s'y préparait avec une détermination qui impressionnait et effrayait à la fois son entourage. L'autre famille, pendant ce temps, vivait dans une angoisse différente. Eux aussi savaient que le secret ne pourrait pas survivre longtemps
à la disparition de Mitterrand. Mais contrairement à Daniel, il n'avait aucun statut officiel, aucune légitimité publique. Ils étaient les fantômes de cette histoire, ceux dont l'existence même était une anomalie juridique et morale. Les services de sécurité racontent des scènes déchirantes. L'autre femme, appelant en pleine nuit, paniquée, demandant ce qui allait leur arriver après, si l'État continuerait à les protéger, si leur vie serait détruite par le scandale à venir. Les enfants de cette seconde famille, maintenant adultes, commençaient à comprendre l'ampleur du mensonge dans lequel ils avaient grandi. Certains voulaient parler, révéler leur histoire, revendiquer leur place dans l'héritage de Mitterrand. D'autres voulaient disparaître, changer de nom, effacer toute trace de cette filiation embarrassante. C'était une famille déchirée par le secret, prisonnière d'une situation qu'elle n'avait pas choisie, mais dont elle allait payer le prix fort quand la vérité éclaterait enfin au grand jour. Les dépenses continuaient de s'accumuler, même après le départ de l'Élysée. Les comptables qui géraient ces budgets secrets parlent de sommes vertigineuses. Plusieurs millions de francs par an pour maintenir la protection des deux familles, pour payer les appartements, les voitures, les équipes médicales. Mais maintenant, ces dépenses ne pouvaient plus être camouflées dans le budget présidentiel. Elles étaient financées par des fonds spéciaux, des budgets opaques, gérés par les services de renseignement, de l'argent qui échappait à tout contrôle parlementaire. C'était un système de détournement de fonds publics qui continuait même après la fin du mandat, comme si le mensonge avait acquis une vie propre, indépendante de celui qui l'avait créé. Les enquêteurs qui ont étudié ces flux financiers parlent d'un trou noir budgétaire de plusieurs dizaines de millions de francs, de l'argent qui a disparu sans laisser de traces officielles, englouti dans le gouffre du secret d'État. Combien exactement? Personne ne le sait vraiment, car les documents ont été détruits, les témoins se sont tus, et ceux qui savent préfèrent garder le silence plutôt que de révéler l'ampleur de ce scandale financier. Daniel avait fini par prendre une décision qui allait changer le cours de cette histoire. Elle avait contacté un avocat spécialisé dans les affaires d'État, un homme réputé pour sa discrétion, mais aussi pour son efficacité redoutable. Que lui avait-elle demandé? Les témoins de ces rencontres parlent d'une femme déterminée à reprendre le contrôle de son propre récit, à transformer sa souffrance en arme politique. Elle voulait savoir comment révéler le secret sans se détruire elle-même, comment exposer le mensonge sans devenir la victime de l'histoire. L'avocat lui avait proposé une stratégie audacieuse. Ne rien dire avant les funérailles, laisser le secret éclater de lui-même lors de la cérémonie, puis utiliser ce moment de choc collectif pour imposer sa propre version des faits. C'était un pari risqué, mais Daniel avait compris que c'était sa seule chance de sortir de cette histoire, non pas comme la femme trompée, mais comme celle qui avait eu le courage de révéler la vérité. Elle préparait sa revanche, et cette revanche passerait par le spectacle public de ses funérailles, où deux familles se retrouveraient face à face devant les caméras du monde entier. Les médecins qui suivaient François Mitterrand savaient que la fin approchait. Son corps, rongé par la maladie, ne répondait plus au traitement. Les douleurs étaient devenues insupportables, même avec les doses massives d'antalgiques qu'on lui administrait. Mais le plus troublant, c'était son état mental. Le président déchu
parlait de plus en plus souvent de vérité, de révélation, de jugement final. Les psychiatres qui l'ont examiné durant cette période parlent d'un homme hanté par ses propres secrets, torturé par le poids du mensonge qu'il avait porté pendant tant d'années. Il avait commencé à tenir des propos étranges, évoquant des comptes à rendre, des dettes à payer, comme si la maladie avait dissous les barrières psychologiques qui lui avaient permis de vivre avec ses contradictions. Les gardes du corps racontent des scènes déchirantes. Mitterrand pleurant seul dans sa chambre, appelant tantôt Daniel, tantôt l'autre femme, confondant les deux, comme si son esprit fragmenté ne pouvait plus maintenir la séparation entre ces deux vies. C'était la fin d'un homme, mais aussi la fin d'un système, la désintégration d'un mensonge qui avait tenu bon pendant 14 ans, mais qui s'effondrait maintenant sous le poids de sa propre absurdité. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand quitte ce monde. La nouvelle se répand rapidement, et avec elle, la question que tout le monde se pose. Comment vont se dérouler les funérailles? Qui sera présent? Quelle famille aura le droit d'être là? Les services de l'Élysée sont en état de panique. Ils savent que le secret va éclater, mais ils ne savent pas comment gérer cette situation sans précédent. Les conseillers en communication travaillent jour et nuit pour préparer des éléments de langage, des explications, des justifications. Mais comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer au peuple français que leur président a mené une double vie financée par leurs impôts pendant 14 ans? Comment présenter Daniel autrement que comme la victime d'un système qu'il a sacrifié sur l'autel de la raison d'État? Les stratèges politiques savent qu'il n'y a pas de bonne réponse à ces questions, qu'il n'y a que des dégâts à limiter. Mais Daniel, elle, a décidé de ne plus limiter les dégâts. Elle a décidé de laisser exploser la vérité, de transformer ses funérailles en moment de révélation collective, de faire de ce jour non pas la fin d'un mensonge, mais le début de sa propre libération. Les funérailles deviennent le théâtre d'une scène que personne n'oubliera jamais. Deux familles, côte à côte, devant les caméras du monde entier. Daniel, l'épouse officielle, droite et digne malgré la douleur. L'autre femme, celle dont on ne prononçait jamais le nom, présente elle aussi avec ses enfants. C'est un moment de vérité brutale, un instant où le mensonge d'État se désintègre sous les yeux de millions de téléspectateurs. Les journalistes sont sous le choc. Les commentateurs cherchent leurs mots. Le public français découvre avec stupéfaction l'ampleur de la duperie. Mais le plus troublant, c'est le visage de Daniel. Les caméras captent son regard, et dans ce regard, il n'y a ni haine ni désespoir. Il y a quelque chose de plus complexe, de plus profond, une forme de soulagement mêlé de tristesse, comme si elle était enfin libérée d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle ne dit rien, mais son silence parle plus fort que tous les discours. C'est le silence de celle qui a survécu, de celle qui a tenu bon jusqu'au bout, de celle qui peut enfin respirer après 14 ans d'asphyxie. Les jours qui suivent les funérailles sont marqués par un déferlement médiatique sans précédent. Les journaux titrent sur le scandale Mitterrand. Les émissions de télévision décortiquent chaque détail de cette double vie. Les politiciens de tous bords se déchirent sur la question de savoir si l'État aurait dû révéler ce secret plus tôt. Mais au milieu de ce chaos médiatique, une voix se fait entendre avec une force inattendue, celle de Daniel.
Elle accepte de donner une interview exclusive, la première depuis les funérailles, et ce qu'elle dit va marquer les esprits pour toujours. Elle ne parle pas de trahison, elle ne parle pas de souffrance personnelle. Elle parle de système, d'institution, de raison d'État. Elle explique comment l'Élysée l'a transformée en prisonnière de son propre statut, comment on lui a fait comprendre que son silence était le prix à payer pour rester première dame, comment l'argent public a été utilisé pour financer un mensonge qui la détruisait de l'intérieur. C'est un réquisitoire implacable contre un système qui sacrifie les individus pour protéger les apparences, qui préfère le mensonge à la vérité, qui transforme la présidence en cage dorée, où même l'amour devient une affaire d'État. Mais il y a quelque chose que Danielle ne dit pas dans cette interview, quelque chose qu'elle gardera pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Les proches racontent qu'elle avait découvert, dans les derniers mois de la vie de François, un secret encore plus explosif que la double famille. Un secret qui expliquait pourquoi le système avait été si déterminé à maintenir le mensonge, pourquoi tant d'argent avait été dépensé, pourquoi tant de gens avaient été complices. Ce secret concernait non pas la vie privée de Mitterrand, mais ses activités politiques, des arrangements financiers qui dépassaient largement le cadre de la double famille. Danielle avait trouvé des documents, des preuves, des témoignages qui révélaient une corruption à grande échelle, un système de détournement de fonds qui utilisait la double famille comme couverture pour des opérations bien plus sombres. Elle avait hésité à révéler ces informations, sachant que cela détruirait non seulement la mémoire de son mari, mais aussi l'image de toute une génération politique. Finalement, elle avait choisi de garder le silence sur ce point, de protéger ce dernier secret, non pas par loyauté envers François, mais par respect pour l'institution présidentielle elle-même. C'était son dernier sacrifice, sa dernière concession au système qui l'avait tant fait souffrir. Les années qui suivent les funérailles voient une transformation profonde de la société française. Le scandale Mitterrand devient un symbole, un point de rupture dans la relation entre les citoyens et leurs dirigeants. Les Français commencent à exiger plus de transparence, plus de vérité, plus de respect pour l'argent public. Des lois sont votées pour encadrer les dépenses présidentielles, pour limiter les budgets secrets, pour obliger les services de l'État à rendre des comptes. Mais ces réformes arrivent trop tard pour Danielle. Elle a payé le prix fort pour un système qui n'existe plus. Elle a sacrifié 14 ans de sa vie pour un mensonge qui a fini par s'effondrer de toute façon. Les dernières années de sa vie sont marquées par un mélange de reconnaissance publique et de solitude profonde. Elle devient une icône du féminisme, un symbole de la femme qui a survécu à l'oppression institutionnelle. Mais ceux qui la connaissent vraiment voient une femme brisée, marquée à jamais par ces années de mensonges, incapable de retrouver la paix intérieure qu'elle avait perdue dans les couloirs de l'Élysée. L'autre famille, pendant ce temps, disparaît progressivement de la scène publique. Après le choc initial des funérailles, ils choisissent le silence et l'anonymat. Certains changent de nom, d'autres quittent la France. Tous cherchent à échapper au poids de cet héritage embarrassant. Les enfants de cette seconde famille portent le fardeau d'une filiation qu'ils n'ont pas choisie, d'une histoire qui les définit malgré eux. Certains tentent de revendiquer leur place dans l'héritage Mitterrand, d'autres préfèrent effacer
toute trace de cette parenté. C'est une famille fantôme, née d'un mensonge d'État, condamnée à vivre dans l'ombre d'une vérité qui les a détruits autant qu'elle les a révélés. Leur histoire reste largement méconnue, car contrairement à Daniel, ils n'ont jamais eu la légitimité pour raconter leur version des faits. Ils restent les victimes silencieuses de cette affaire, ceux dont on parle peu, mais qui ont payé un prix tout aussi élevé que l'épouse officielle. Les archives de l'Élysée continuent de révéler, année après année, de nouveaux détails sur cette double vie, des factures oubliées, des notes de service, des témoignages d'anciens collaborateurs qui brisent enfin le silence. Chaque nouvelle révélation ajoute une pièce au puzzle, mais le tableau complet reste insaisissable. Combien d'argent exactement a été dépensé? Qui étaient tous les complices? Quels autres secrets restent encore cachés dans les coffres-forts de la République? Les historiens qui étudient cette période parlent d'un bas, quote, bas, 34, bas, bas, de zones d'ombre qui ne seront peut-être jamais éclairées. Certains documents ont été détruits, d'autres restent classifiés, d'autres encore sont cachés par des personnes qui préfèrent emporter leurs secrets dans la tombe. C'est une histoire inachevée, une énigme dont toutes les pièces ne seront jamais rassemblées. Un mystère qui continuera de hanter la mémoire collective française pendant des générations. Mais il reste une question qui obsède tous ceux qui ont étudié cette affaire. Qui était vraiment le 13e homme, celui qui connaissait tous les secrets, qui possédait toutes les preuves, qui aurait pu tout révéler, mais qui a choisi le silence? Les enquêteurs ont des théories, des suspects, des indices. Certains pensent qu'il s'agissait d'un haut fonctionnaire de l'Élysée, d'autres d'un agent des services secrets, d'autres encore d'un membre de la famille elle-même. Mais personne ne sait avec certitude. Cet homme, s'il existe vraiment, vit quelque part en France avec ses documents cachés, ses preuves explosives, ses secrets qui pourraient encore faire trembler la République. Parlera-t-il un jour? Révélera-t-il ce qu'il sait avant de mourir? Ou emportera-t-il ses secrets dans la tombe, ajoutant une dernière couche de mystère à cette histoire déjà si complexe? Les années passent, et le silence de cet homme devient de plus en plus assourdissant, comme si son mutisme était la dernière protection d'un système qui refuse de révéler toute la vérité sur lui-même. Danielle Mitterrand a quitté ce monde en portant jusqu'au bout le poids de cette histoire. Elle n'a jamais révélé le dernier secret qu'elle avait découvert, celui qui aurait pu détruire non seulement la mémoire de son mari, mais aussi l'image de toute une génération politique. Elle a choisi de protéger l'institution jusqu'au bout, même après tout ce que cette institution lui avait fait subir. C'était peut-être son dernier acte de résistance, sa façon de montrer qu'elle était plus grande que le système qui avait tenté de la briser. Ou peut-être était-ce simplement de la fatigue, l'épuisement d'une femme qui avait trop longtemps porté le fardeau des secrets des autres. Nous ne le saurons jamais vraiment. Ce que nous savons, c'est que son histoire a changé la France, qu'elle a forcé tout un pays à regarder en face la réalité du pouvoir, le prix du mensonge, le coût humain des secrets d'État. Elle a transformé sa souffrance en leçon collective, sa prison en symbole de libération. Et peut-être est-ce là son véritable héritage. Avoir montré que même dans la cage dorée de l'Élysée, même sous le poids écrasant de la raison d'État, la dignité humaine peut survivre et finalement triompher.
L'histoire de François Mitterrand et de ses deux familles reste aujourd'hui un mystère partiellement résolu. Nous connaissons les faits principaux, nous avons les témoignages, nous avons même certains documents financiers. Mais il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse, des secrets qui n'ont jamais été révélés. Qui a vraiment orchestré ce système? Qui a pris la décision de financer cette double vie avec l'argent public? Qui a donné l'ordre de détruire les documents compromettants? Et surtout, combien d'autres secrets de ce genre restent encore cachés dans les archives de la République française? Ces questions continueront de hanter les historiens, les journalistes, tous ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes du pouvoir et le prix que les individus paient pour le maintenir. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, quelqu'un trouvera le courage de révéler ce qui reste caché. Ou peut-être que ces secrets resteront enfouis pour toujours, protégés par le silence de ceux qui savent et qui préfèrent ne pas parler. Dans tous les cas, l'histoire de Daniel Mitterrand restera comme un témoignage puissant de ce que signifie vivre dans la cage dorée du pouvoir, de ce que coûte le silence imposé par la raison d'État et de la force qu'il faut pour survivre quand on est transformé en prisonnière de son propre statut. Chers téléspectateurs, si vous avez suivi cette histoire tragique jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il nous est important de savoir où François Mitterrand est encore dans les mémoires. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vérité sur les idoles de l'histoire.